Reims le 21 août pour un entretien avec Monsieur René Daval, professeur émérite de l'Université de Lettres et Sciences humaines de Reims. Monsieur Daval, en 2019, à l'occasion de votre départ à la retraite, un recueil d'articles spécialement écrits par vos collègues, amis et anciens élèves pour rendre hommage à l'ensemble de votre carrière, aussi bien en tant que professeur de philosophie à l'Université de Reims notamment, que pour votre travail en tant que chercheur, a été publié chez Épure, sous la direction de Véronique Lerue et de Pierre Fratte, et avec le concours du CIRLEP. Dans leur présentation à ce recueil de 15 textes, Véronique Lerue et Pierre Fratte présentent les sujets qui ont été traités par chacun. Ce faisant, ils s'arrêtent un moment sur la réflexion qui y a été menée par Jocelyn Dunphy Bloomfield sur la dernière phrase de l'œuvre de Ricoeur, qui n'est autre qu'un poème dénotant un sentiment d'inachèvement à l'endroit de son œuvre, pourtant si riche. Ils soulignent tous deux que la métaphysique ne peut aboutir et que ce sentiment est donc légitime, et ainsi d'en venir à en conclure qu'il doit probablement vous habiter aussi, et d'ajouter sinon pourquoi continuerait-il à écrire et à publier. Monsieur Daval, j'ai deux questions par rapport à ce que je viens de dire. Ont-ils raison de le penser d'une part, que vous êtes habité par un sentiment d'inachèvement, et d'autre part, croyez-vous que celui-ci soit dû au fait même d'avoir consacré sa vie à la philosophie en général et à la métaphysique en particulier? Merci Juliane. Je pense aussi effectivement qu'il est très difficile de faire de la philosophie en pouvant trouver un mode d'achèvement, car la philosophie est par essence, me semble-t-il, inachevée. Et la réflexion renaît sans cesse pour trouver de nouvelles questions à poser et de nouvelles réponses à essayer d'apporter. Bon, donc j'ai ce sentiment, et c'est sûr que ce que je viens de dire est encore plus vrai pour la métaphysique, que je continue à considérer comme la partie essentielle de la philosophie, même si je crois avec Kant que la métaphysique ne parvient pas à des résultats véritablement démontrables. Je vous remercie, Monsieur Daval, pour cette réponse. On dit que devenir enseignant, quelle que soit la matière, nécessite d'avoir la vocation. Pour vous avoir eu comme professeur, puis directeur de mémoire et enfin de thèse, il m'apparaît évident qu'enseigner fait partie intégrante de votre identité. Dans le langage ordinaire, cher à Wittgenstein, auteur que j'ai découvert grâce à vous via un cours sur le cahier bleu et le cahier brun, qui sera bientôt disponible sur votre chaîne YouTube, qui s'appelle Homme Philo, H-O-M-E-P-H-I-L-O, il m'apparaît évident que vous étiez, entre guillemets, fait pour ça, fait pour enseigner. Pouvez-vous, Monsieur Daval, nous expliquer comment vous avez découvert votre envie de transmettre? Eh bien, elle revient sur plusieurs points. Bon, d'abord, évidemment, les raisons familiales, puisque et mon père et ma mère et même ma grand-mère étaient professeurs de philosophie, ce qui m'a donné envie de faire pareil. Et puis, d'autre part, j'ai eu la chance d'avoir Maurice Clavel comme professeur de philo en terminale au lycée Buffon, et lui aussi m'a donné envie de devenir enseignant, et spécialement en philosophie. Et bon, c'est vrai que quelles que soient les matières que j'ai pu être amené à essayer de rendre transmissibles, j'ai toujours ressenti cela comme un besoin essentiel pour moi. Quand je faisais du sport, j'essayais d'expliquer à mes camarades ou de leur montrer plutôt comment il fallait faire tel ou tel mouvement, en judo par exemple. Et j'ai tout de suite eu envie de transmettre effectivement quelque chose à des jeunes esprits. Merci, Monsieur Daval. Si on reprend les deux expressions du langage ordinaire que j'ai utilisées plus haut, à savoir devenir enseignant et être fait pour, enseigner en ce qui me concerne dans cet entretien, ce qui apparaît, c'est que le métier de professeur relève certes d'un apprentissage, d'une expérience sans cesse renouvelée,
mais qu'il est bien question d'être. Croyez-vous ici que se présenter en disant je suis professeur de maths et j'enseigne les maths est la marque d'une différence de l'enseignant face à sa mission? Je n'ai pas pris dans cet exemple la philosophie qui me semble être un cas bien particulier. Est-ce que pour vous, donc dire je suis professeur de maths et dire j'enseigne les maths, il y a une différence? D'une certaine façon, oui, il y a une différence, parce que quand on dit je suis professeur de maths, on exprime au fond ce qu'est son métier, alors que quand on dit que j'enseigne les maths, c'est plutôt une insistance mise sur sa vocation, sur sa volonté justement de transmettre. En ce qui me concerne, j'aime bien dire que je suis professeur de philosophie, d'abord parce que j'ai peu la prétention d'être un authentique philosophe. Malheureusement, ils sont très peu nombreux et je ne suis pas sûr d'en faire partie. Mais en revanche, j'ai la prétention de transmettre effectivement mes faibles connaissances dans ce domaine pour donner envie à des gens plus jeunes de faire de la philosophie et d'en faire avec passion. Merci, Monsieur Daval. Et je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais dans le cadre d'un séminaire, par exemple, quand on présente quelqu'un et qu'on dit qu'il est linguiste, ça passe très bien. Ça me fait toujours un peu tiquer quand on me dit je suis philosophe. Alors, on est chercheur en philosophie ou professeur en philosophie, mais dire philosophe, c'est comme si on n'avait pas le droit de le dire soi-même, un peu comme le terme d'être un artiste, en fait. C'est peut-être enfin voilà, c'est ce qui me vient là. Mais je vais revenir donc à l'entretien lui-même. On parle aujourd'hui de pénurie de professeurs dans certaines matières. Au-delà de l'aspect politique du sujet, ne croyez-vous pas, Monsieur Damal, que cela soit dû à une évolution plus globale de la société, où la priorité est de s'occuper de soi? La crise du Covid ayant d'ailleurs appuyé sur cette tendance déjà fort présente, où toutes les amphis sont finalement tournées vers les temps de loisirs, puisque c'est peut-être aujourd'hui au travers d'eux que l'individu s'accomplit, s'épanouit, construit son identité. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être une explication du fait qu'il y ait beaucoup de moins en moins de jeunes qui ont envie de se lancer dans l'enseignement? Certainement, est-ce le cas? Et d'ailleurs, c'est lié en partie au fait qu'un certain nombre de gens jeunes délaissent malheureusement la lecture, même si c'est un peu moins vrai qu'on le dit dans les journaux, mais c'est quand même un peu vrai. Et il est difficile de transmettre quoi que ce soit sans avoir soi-même beaucoup lu et beaucoup médité. C'est encore plus vrai pour la philosophie, mais c'est vrai pour toutes les disciplines d'ailleurs. Bon, j'ai enseigné aussi la psychologie longtemps dans ma vie professionnelle, et c'est vrai aussi pour la psychologie, car elle implique la connaissance de l'expérience humaine en général et de l'expérience de chacun en particulier. Donc, c'est important qu'il puisse y avoir effectivement des professeurs, et c'est une des choses qui est impressionnante de nos jours, qu'il y en ait moins, même si en France, même si récemment, le classement des universités françaises dans le monde entier n'a pas été si mauvais. Merci. J'ai l'impression que peut-être une piste de réflexion aussi par rapport à la question précédente serait qu'en fait, la société veut qu'on cloisonne un peu les choses. Alors peut-être donc la sphère professionnelle, la sphère privée, et cloisonner les choses, ça peut être nécessaire dans certains emplois, notamment pour l'équilibre psychique, mais aussi pour l'efficacité professionnelle. Pensez-vous donc, Monsieur Daval, vous avez un peu répondu déjà à cette question, qu'il est possible de cloisonner les différentes strates d'une existence consacrée à l'enseignement et la recherche? Merci. Oui, ça me paraît tout à fait possible, effectivement. L'enseignement va presque de soi pour certains, ça a été le cas pour moi, et donc je n'éprouvais pas le besoin de cloisonner cet enseignement
par rapport à d'autres choses, et en particulier à la recherche, parce que ça me paraissait être mon être même, si je puis dire. Mais bon, en ce qui concerne la recherche, c'est un peu plus compliqué, effectivement, parce que il vaut mieux, comme disait le général de Gaulle, trouver quelque chose que rien quand on recherche, mais il est important de pouvoir justement voir, sinon une forte originalité, car c'est difficile d'être original en philosophie, du moins de dire des choses qu'on n'entend pas partout et qu'on ne lit pas partout. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers mes cours, même si ceux-ci, bien sûr, n'innovent pas particulièrement par rapport à certains de mes collègues talentueux. Merci, Monsieur Laval. Donc là, je reviens un peu là-dessus, mais d'où vient donc selon vous la désertion des étudiants en philosophie en particulier, des bancs de la fac d'une part, et l'essoufflement rapide aussi des nouveaux professeurs qui arrivent dans l'éducation nationale ou les écoles privées, parce qu'on entend beaucoup parler de ça aussi, qu'une fois certains jeunes étudiants ayant réussi, par exemple le CAPES, enseignent un an et puis finalement arrêtent alors qu'on sait la difficulté, le peu de place chaque année pour, en tout cas dans certaines matières, pour pouvoir rentrer dans l'éducation nationale. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet événement, entre autres le fait que les professeurs sont mal payés et sont beaucoup moins l'objet d'admiration de la part de leurs élèves qu'ils ne l'étaient autrefois, ce qui fait que les inconvénients du métier, pour beaucoup de personnes, l'emportent sur ses avantages. Reste que enseigner la philosophie donne beaucoup de satisfaction, parce que, après tout, je ne dirais pas que ça permet d'être sage, ce qui serait certainement prétentieux, mais ça aide à acquérir une certaine forme de sagesse, au moins la fréquentation des grands philosophes. Merci. Monsieur Daval, pouvez-vous nous parler de votre parcours avant de devenir professeur de philosophie? Quelles études vous avez faites et dans quelle faculté? J'ai été étudiant à la Sorbonne, à Paris 4, quand la Sorbonne a éclaté en plusieurs universités, et j'ai fait des études de philosophie. En même temps, je faisais, comme beaucoup d'étudiants, des petits boulots, et j'en faisais sous la direction de mon père, en psychologie, spécialement en psychologie sociale. Par ailleurs, un certain nombre de raisons m'ont conduit à décider de faire une analyse freudienne, d'ailleurs, partiellement aussi canienne, mais cette analyse m'a converti, si je puis dire, à l'enseignement de la psychologie. Et pendant de nombreuses années, j'ai enseigné la psychologie d'abord, ayant d'ailleurs obtenu un poste de psychologie, avant de devenir maître de conférence puis professeur de philosophie. Et donc, avant de réintégrer la maison mère, si je puis dire. Ensuite, eh bien, j'ai été amené à enseigner les sciences humaines beaucoup dans ma vie. D'abord la psychologie, mais aussi la sociologie d'ailleurs, mais toujours en lien avec la philosophie, car je pense, et ceci est une idée qui a vieilli maintenant, mais je pense que la philosophie est absolument essentielle pour les sciences humaines. Merci, Monsieur Daval. Vous avez consacré votre thèse de philosophie à Hume. Pourriez-vous vous faire part de votre sujet? Oui, bien sûr, c'était la philosophie de la religion chez David Hume. Et cette idée m'était venue beaucoup en écoutant le cours d'un de mes professeurs, Yvon Laval, professeur vénéré par moi, et qui avait fait un excellent cours sur Hume quand celui-ci était au programme de l'agrégation. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait peu de thèses qui avaient été rédigées en français sur Hume, s'il y en a beaucoup en anglais. Et donc j'ai eu l'intention de colmater cette brèche, si je puis dire, et de travailler sur Hume, mais en langue française, bien entendu. Et c'est un philosophe profond et qui a en plus le mérite de ne pas se prendre au sérieux,
ce qui, je crois, est très important pour n'importe quel philosophe. Merci, Monsieur Derval. La réforme licence master doctorat est venue bien plus tard, au début des années 2000. Hume, vous aviez-il déjà occupé lors de votre mémoire de maîtrise ou de DEA? Enfin, je ne sais pas si il y avait un mémoire, il y avait les mémoires de maîtrise déjà, ou alors vous aviez travaillé sur un autre auteur au préalable. Non, j'avais travaillé sur Jung déjà, effectivement, au niveau de ce qu'on appelait à l'époque, ça a été supprimé depuis la thèse de troisième cycle, et elle constituait une partie importante, le nombre de pages de ma thèse d'État, consacrée donc à la question de la religion, qui est aussi donc la question de la métaphysique chez Jung. Merci. Je vous ai volontairement posé ces questions, Monsieur Daval, avant que d'aborder un des articles écrits pour vous rendre hommage dans le recueil Mélange, dont j'ai parlé en ouvrant cet entretien. Je voudrais vous en lire quelques passages afin que vous confirmiez ou infirmiez certaines choses avancées par Monsieur Pierre Prat, ancien directeur du séminaire Resper Nomen de l'Université de Reims, la chose pour le nom, que vous avez d'ailleurs créé avec lui, il me semble, et qui existe toujours sous la direction depuis quelques années de Madame Sylvia Palma. Je vais donc, si vous me le permettez, lire ici trois brefs passages afin que vous ayez en quelque sorte un droit de réponse. Alors je vais sortir ici le livre en question. Le titre est très exactement Mélange en hommage à René Daval. Et donc à page 43, deuxième et troisième paragraphe, je vais vous lire. Donc c'est Monsieur Pierre Frat qui parle, Monsieur Pierre Frat qui était donc professeur en linguistique. Donc, René Daval a suivi un chemin différent pour arriver au même point. René est un catholique pratiquant. Il a choisi, parce qu'il parle du fait que lui est agnostique, il a choisi de faire une carrière universitaire en philosophie après une thèse sur Hume en 1986. Avant cela, il avait écrit un mémoire de troisième cycle sur l'histoire de la philosophie et il avait passé son agrégation de philosophie. Mais dans les années 80, le temps des théologiens philosophes comme Pierre, alors je vais peut-être mal prononcer parce que je ne connais pas, Teilhard, c'est ça, de Chardin, Oui, des gars de Ferdinand. était révolu. Il était devenu impossible de mettre Dieu dans un raisonnement philosophique. Il fallait donner des pages de scientificité, et c'est peut-être en partie pour cela que René a choisi de s'intéresser à la philosophie anglaise, qui se présente volontiers comme fondée sur la logique et les mathématiques, et dans l'inconscience de ses prolégomènes métaphysiques se considère comme scientifique. René a-t-il perçu la métaphysique derrière les raisonnements logiques et la phraséologie naturalisante de la philosophie analytique? Sans aucun doute. Toujours est-il qu'il a consacré beaucoup de temps et de travail à étudier des auteurs comme Jung, Reid, Moore, Spencer, Austin, Wittgenstein et beaucoup d'autres. Il s'est lancé dans la critique du pragmatisme et surtout de l'utilitarisme, deux théories britanniques qui expliquent que le bien, c'est ce qui est bon pour la société. Voilà. Alors, est-ce que du coup, vous avez été quelque part dans ce qu'il décrit, dans le contexte des années 80 où il n'était pas bon de s'attaquer un peu aux choses théologiques, hein, enfin, qui tiennent à ça, changer votre choix de départ, mais j'ai pas l'impression par rapport à ce que vous aviez dit. Je suis d'accord avec ce qu'a écrit Pierre Fra, et c'est vrai que les préoccupations métaphysiques ont toujours été importantes pour moi, peut-être plus que la théologie, parce que la théologie se veut quand même une science, et je n'ai pas été formé à cela, mais la métaphysique m'intéresse beaucoup, même si, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à penser qu'on n'obtient aucun résultat positif en métaphysique, comme le voulait Kant. Oui, c'est le fameux, on ne peut connaître que les phénomènes et non les noumènes, donc la chose en soi. Page 44, au deuxième paragraphe, Monsieur Pierre Prat écrit: René Daval est donc parti d'une philosophie scientiste, antidote professionnel à sa foi personnelle, pour finalement se rendre compte que la métaphysique est légitime dans la réflexion philosophique.
Il est possible que ce soit Wittgenstein qui l'ait aidé à franchir ce pas. Dans sa conférence sur l'éthique, qui date donc de 1929, Wittgenstein affirme que la philosophie doit s'intéresser à la métaphysique, s'opposant ainsi à Carnap et aux positivistes. Alors, donc ça c'est une citation. Ce que l'éthique dit n'ajoute rien, en quelque sens que ce soit, à notre savoir, mais elle porte témoignage d'un penchant de l'esprit humain que, pour ma part, je ne puis m'empêcher de respecter profondément et que je ne ridiculiserai à aucun prix. Donc là, c'est bien Wittgenstein qui parle. Il ajoute une autre citation. Ce qui est éthique, ajoute-t-il, on ne peut pas l'enseigner. Si je ne pouvais expliquer à autrui l'essence de ce qui est éthique que par le biais d'une théorie, ce qui est éthique n'aurait pas de valeur du tout. Alors, Monsieur Daval, est-ce que c'est donc Wittgenstein qui vous a aidé, comme Monsieur Pierre Fratt semble le penser, à vous faire passer d'une philosophie scientiste à une métaphysique, disons, plus légitime. Enfin voilà. Est-ce que Wittgenstein a joué un rôle là-dedans? Eh bien, en fait, je suis d'accord fondamentalement avec ce que dit Pierre Frapp, mais je n'ai découvert Wittgenstein que tardivement dans ma formation, et ce n'est pas lui qui a joué le rôle majeur dans ma conception de la métaphysique, mais bien plutôt, comme je le disais déjà plusieurs fois, Kant. De ce point de vue-là, j'ai été plus influencé par l'idéalisme allemand et par Kant que par Wittgenstein. Mais Wittgenstein, à partir du moment où je l'ai découvert, m'a évidemment vivement intéressé, entre autres justement ce qu'il dit sur l'éthique, qui me paraît profond, difficile à comprendre d'ailleurs, mais profond par ailleurs, et ce qu'il dit aussi justement sur la métaphysique, et je partage entièrement son avis sur ce point. Alors on sait que Wittgenstein, du moins en France, sa pensée a commencé à arriver en France avec Jacques Bouvresse et Pierre Hadot dans les années 70. Quand vous dites que vous avez découvert Wittgenstein assez tard, vous sauriez, c'est à peu près à ce moment-là quand on a commencé à en parler en France via ces deux professeurs et chercheurs. Oui, tout à fait, puisque j'ai été l'étudiant de Jacques Prouvresse qui m'a beaucoup influencé et dont j'appréciais énormément la clarté d'expression et la profondeur de pensée. Et je me suis intéressé, même si je suis très peu compétent dans le domaine, à la logique symbolique, beaucoup grâce à lui et au professeur Roger Martin, qui formait la plupart des étudiants de philosophie à l'époque à la logique. Donc, c'est en fait par la logique d'abord que je me suis intéressé à Wittgenstein, puis ensuite par ce qu'il dit justement de l'éthique et de la métaphysique, en effet, dans les années 70, donc. Merci. Et donc j'ai un dernier extrait à lire toujours de ce recueil en hommage à votre carrière, page 45, deuxième paragraphe. Une fois la métaphysique assurée de sa légitimité philosophique, il devenait naturel pour René de se tourner vers des auteurs plus religieux comme Samuel Alexander, dont l'ouvrage le plus connu est Space, Time and Deity. Cet intérêt de René trouve son origine dans une remarque de Wittgenstein, disant que l'espace, le temps et Dieu sont des questions philosophiques fondamentales. René Daval leur consacre le septième et dernier chapitre de son livre sur ce philosophe des XIXe et XXe siècles. Alexander estime que Dieu est l'être auquel nous rendons un culte, mais alors, il vous cite, Dieu peut n'être qu'un objet de notre imagination, projeté dans le monde en vue de notre bonheur, mais sans aucune réalité. L'investigation métaphysique ne peut se contenter du sentiment religieux, et elle doit essayer de savoir quelle place dans l'univers on peut attribuer à Dieu, s'il faut lui en attribuer une. Monsieur Daval, est-ce que donc c'est une fois que la métaphysique dans votre parcours a trouvé dans vos yeux une légitimité philosophique que vous vous êtes permis de vous tourner vers des auteurs plus, entre guillemets, religieux? Merci. Bien, en fait, je dois ma découverte d'Alexander à Jean Val, qui est un des philosophes dont je n'ai pas pu suivre le cours parce qu'il était déjà en retraite depuis longtemps,
quand j'ai commencé à être étudiant, mais dont j'ai lu les livres avec passion et que j'admire beaucoup. Et Jean Val se passionnait justement pour la conception de la métaphysique comme une démarche philosophique authentique qu'on trouve aussi bien chez Nikolai Hartmann, le grand philosophe allemand de la deuxième moitié du XXe siècle, que chez Alexander en Angleterre. Et comme je ne connaissais pas du tout Alexander, je me suis dit que j'allais essayer de le lire pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Et c'est ça qui m'a amené à avoir une idée un peu différente de la métaphysique, plus positive que je ne l'avais avant, effectivement. Merci. Donc finalement, je vais vous donner l'occasion d'avoir un droit de réponse, mais vous avez confirmé tout ce que Monsieur Fratt a dit. De toute façon, c'est aussi un collègue et un ami. On sait que qu'en tant qu'universitaire, on publie souvent des articles dans des ouvrages collectifs, faisant suite bien souvent à des communications données lors de colloques. Il serait évidemment intéressant de pouvoir faire la liste des vôtres afin de montrer la diversité des auteurs et des sujets qui vous ont occupé tout au long de votre carrière et de votre vie. Mais je voudrais ici que vous nous parliez d'un des livres que vous avez publié en solo, à savoir Enthousiasme, ivresse et mélancolie, chez Vrin d'ailleurs, en 2009. Il reste, à mon humble avis, tout à fait actuel pour comprendre tout d'abord la signification de ces termes à l'origine, se les rappeler, mais surtout constater à quel point ils ont été déviés de leur sens d'origine par le langage ordinaire. Donc c'était déjà le cas en 2009, mais j'ai l'impression que ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Alors évidemment, la tâche est immense et elle mériterait qu'on lui consacre tout un entretien, ce qu'on pourra d'ailleurs faire par la suite, une prochaine fois. La question que je voudrais vous poser à propos de ce livre que vous avez publié. C'est pourriez-vous donc quand même, très brièvement donc, Monsieur Daval, nous en dire un peu plus sur le terme, le concept de mélancolie qu'on entend un peu à tort et à travers, si je peux me permettre. Merci. Oui, eh bien, ce livre, effectivement, m'a tenu beaucoup à cœur parce que il correspondait à deux préoccupations importantes chez moi. Pierre Fratt y fait allusion d'ailleurs à un moment de son article, c'est-à-dire le fait de ne pas confondre philosophie et, à la limite, dire n'importe quoi, mais essayer, sinon de garder une pensée scientifique, du moins de se rapprocher un peu de la science. Et c'est ce à quoi pensaient beaucoup les philosophes qui ont réfléchi sur, sur la mélancolie, mais surtout sur l'enthousiasme, en fait. Et c'est la réflexion sur l'enthousiasme qui m'a passionné et qui m'a conduit à m'intéresser ensuite à la mélancolie, d'autant plus que mes études de psychologie, ou le moment où j'ai enseigné la psychologie, me conduisaient à m'intéresser à cet aspect du comportement humain. Et véritablement, la notion d'enthousiasme est tout à fait importante parce qu'il y a un bon et un mauvais enthousiasme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut, comme le font parfois les métaphysiciens, aussi bien dire n'importe quoi en philosophie que rester dans le champ de la stricte rationalité, tout en la débordant d'une certaine façon. Merci. Vous avez, pendant de très nombreuses années, présenté des pièces jouées par la Comédie Française au théâtre de Reims. Monsieur Daval, comment s'est présentée cette opportunité? Eh bien, là, lié à mon enseignement, puisque ce sont des anciens étudiants de philosophie qui m'ont demandé si ça m'intéresserait de présenter les pièces que la troupe de la comédie présentait chaque année et voir un nouveau public, de nouvelles personnes, une nouvelle culture et de nouvelles façons de penser m'intéressait particulièrement. Donc, c'est ce qui m'a amené à présenter donc pas mal de pièces, effectivement, sur un nombre d'années important. J'ajoute d'ailleurs que c'est pas moi qui ai arrêté. J'ai beaucoup regretté que, de nos jours, la nouvelle équipe de la comédie décide de confier ses cours à leurs acteurs plutôt qu'à des universitaires, estimant que les acteurs parlaient mieux que les universitaires des pièces qu'ils jouaient. Bon, ce qui me paraît personnellement complètement faux, mais bon.
mon avis personnel importe peu. En tout cas, j'ai été désolé de ne plus pouvoir continuer. Alors justement, c'était une des questions, mais là, vous y avez répondu dans ce que vous venez de dire. Donc des moments que j'imaginais précieux pour vous, donc il l'était. Comment donc prépariez-vous ces présentations Est-ce que c'était différent que de préparer un cours ou une intervention dans un colloque, puisque là, vous n'étiez pas en face de spécialistes, il y a, comme vous dites, enfin voilà, il y a un public très différent en face. Comment on fait pour préparer comme ça, pour présenter une pièce? Merci. Eh bien, en fait, j'ai énormément préparé ces interventions. D'ailleurs, je crois que mon public, aussi faible qu'il ait été en nombre, y a été sensible parce que j'ai beaucoup préparé ces interventions de façon à essayer de ne pas dire n'importe quoi, là encore, et de faire connaître les auteurs que je présentais. Bon, je vais parler de beaucoup de choses finalement à la comédie, puisque elle-même présentait énormément de pièces. J'ai découvert un auteur anglais contemporain que j'aime beaucoup comme la responsable de la comédie maintenant. Son nom, malheureusement, pour l'instant, m'échappe. Mais j'ai aussi travaillé Gorky, j'ai travaillé Marivaux, j'ai travaillé aussi Tchekhov. Bref, toute une série d'auteurs de nationalités et d'époques différentes, mais ça m'a beaucoup intéressé. Merci, Monsieur Deval. Lorsqu'on est étudiant en philosophie et que l'on a affaire à un nouvel auteur, avoir un professeur qui déblaye, entre guillemets, le chemin en nous apprenant les concepts propres à l'auteur et en quoi consiste la singularité de sa réponse à une question qui s'est posée parfois dès l'Antiquité, on est guidé. On peut d'emblée se faire une idée de ce qui est important dans son œuvre en général ou dans une œuvre en particulier. On sait où poser son attention et la découverte de cet auteur se fait ainsi dans les meilleures conditions. Pensez-vous, Monsieur Daval, que finalement, la mission d'un professeur de philosophie est de montrer ce qu'il y a à voir? On sait que c'est la tâche que Wittgenstein assigne à la philosophie. L'enseignement de celle-ci doit-elle suivre le même précepte selon vous? Merci. Oui, tout à fait. Bien entendu, je donne tout à fait raison à Wittgenstein sur son idée de ce que doit faire le philosophe. Par ailleurs, c'est vrai que c'est important de déblayer, si je puis m'exprimer ainsi, la tâche de lecture d'un auteur, surtout si celui-ci est compliqué. Bon, c'est vrai que pour nous, Français, c'est surtout vrai pour les auteurs allemands. Je pense entre autres aux auteurs sur lesquels je me suis intéressé dans les dernières années de mon enseignement, c'est-à-dire à Schelling et à Fichte, en dehors de Kant lui-même, et des Kantiens moins importants, euh, comme Reynolds par exemple. Mais c'est très important de pouvoir rendre clair des auteurs qui ne le sont pas toujours. Je pense ici, entre autres, justement à Schelling et à Fichte, surtout à Fichte d'ailleurs, qui est particulièrement complexe. Et je ne suis pas sûr que ce soit possible pour n'importe quelle personne de les lire et de les découvrir en s'y intéressant. Bon, bien sûr, c'est possible pour n'importe qui. Je ne fais de différence entre les personnes, absolument pas. Mais encore faut-il s'y intéresser, et ça n'est pas évident que tout le monde puisse s'intéresser à des thématiques telles que celles que développe Fichte, qui pourtant ont été développées par d'autres depuis effectivement l'Antiquité. Merci. Wittgenstein déconseillait vivement à ses élèves d'enseigner la philosophie. Croyez-vous, Monsieur Daval, que la raison en est que ce qu'on peut accomplir en philosophie, en respectant la forme wittgensteinienne, à savoir écrire sous forme de remarques, sorte d'aphorisme qu'on connaît bien plus chez Nietzsche, ne peut correspondre à l'enseignement de la philosophie traditionnelle, qui s'attache à construire des systèmes de pensée recouvrant l'ensemble du questionnement philosophique, qu'il soit éthique, esthétique, qui s'arrête sur la philosophie politique ou encore celle des sciences, pour ne citer qu'elle. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que justement cette philosophie traditionnelle
dénonce Wittgenstein. Enfin, elle dénonce la mission qu'elle s'est fixée, à savoir parce qu'elle calque sa méthode sur celle des sciences en pensant qu'elle peut démontrer les choses. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut être Wittgensteinien quelque part, donc penser que qu'on ne peut pas démontrer les choses. Enfin, penser qu'il y a une sorte de contradiction à se revendiquer Wittgensteinien et à enseigner la philosophie traditionnelle. Est-ce qu'en tout cas, vous croyez qu'on peut faire garder la forme wittgensteinienne euh, alors qu'on s'attaque par exemple à l'enseignement de Kant qui lui est un auteur tout à fait systématique? Merci. Oui, je pense que on peut parfaitement enseigner la philosophie, malgré ce que dit Wittgenstein, et je regrette d'ailleurs qu'il ait dit cela, parce qu'il a dégoûté de la philosophie un certain nombre d'auteurs qui eussent été talentueux s'ils s'en avaient fait, mais en même temps, c'est lié chez lui, je crois du moins, à une inquiétude très grande quant au fait de ne pas être original. Il ne voulait pas qu'il y ait avoir des disciples, comme tellement de philosophes en ont eu, qui répétaient, peut-être sans toujours le comprendre bien, ce que leur maître disait. Et c'est ça qu'il n'aimait pas dans la philosophie, fondamentalement. Sur ce point, je lui donnerais plutôt raison. Et c'est vrai que ce qui est difficile en philosophie, ce n'est pas d'être original, parce que qui peut l'être? C'est difficile de dire que quelqu'un l'est vraiment, mais c'est de dire des choses qu'on n'a pas lues partout et entendu dire partout. Et sur ce point, je pense qu'il a raison et qu'il a eu raison de ne pas vouloir faire école. Merci. D'ailleurs, il a très peu publié. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a peu publié, malgré un grand succès du Tractatus. Nous sommes à l'ère du podcast depuis quelques années maintenant, mais vous avez, bien avant que cela soit à la mode, et de manière tout à fait marginale finalement, enregistré vos cours en studio. Il est vrai que vous faisiez alors partie des professeurs du SEAD de Reims, ou pour dire les choses plus simplement, de ceux qui ont accepté de former les étudiants qui prenaient des cours à distance, comme moi pour le master. Si je me permets d'insister sur ce point, c'est qu'en 2 ans, je n'ai eu droit qu'à des polycopiés. Vous avez été le seul à opter pour des enregistrements et j'avoue, et je vous l'ai d'ailleurs confié à plusieurs reprises, que votre cours a eu une grande importance pour la suite de mes études, puisque j'ai abandonné mes recherches sur Hermann Cohen pour en entamer d'autres sur Wittgenstein. Le sujet de votre cours d'alors sur le cahier bleu et le cahier brun m'a interpellé d'emblée par ce qui se jouait à ce moment-là de l'œuvre de Wittgenstein, donc c'est la période de transition entre sa première et sa seconde philosophie, mais aussi et surtout par rapport à la philosophie en général. Mais je m'interroge quant à la chose suivante. Aurais-je été si enthousiaste et appliquée pour ce cours si j'y avais eu accès uniquement via un polycopier? D'où ma question, pourquoi cette démarche, monsieur Daval? Et pensez-vous que la parole est davantage pédagogique, plus qu'un cours écrit, un commentaire ou encore ce qu'on avait coutume d'appeler un profil? Merci. En fait, je pense que l'écriture est fondamentale, surtout quand on est ou qu'on veut être philosophe, et que c'est peut-être la façon d'exprimer le mieux sa pensée. Mais par ailleurs, c'est vrai que j'aime la parole et j'aime m'exprimer par la parole d'abord, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai enregistré mes cours plutôt que de faire effectivement des textes écrits, ce que j'ai fait beaucoup plus rarement. Mais la parole me paraît être une excellente façon de s'adresser aux autres et de transmettre quelque chose. Merci, monsieur Daval. À la question que je m'apprête à vous poser pour clore notre entretien, à propos de votre chaîne YouTube, Homme Philo, Homephilo, j'ai bien des réponses en tête, mais j'aimerais que ce soit vous qui nous les donniez. Voici donc ma question. Pourquoi Monsieur Daval ressentir aujourd'hui le besoin de créer une chaîne YouTube qui rassemblera vos cours enregistrés en studio tout au long de votre carrière?
Merci. Eh bien, pour une raison simple et peut-être prétentieuse de ma part, mais bon, j'ai estimé qu'il était dommage qu'un certain nombre de choses que j'avais faites et qui m'avaient pris beaucoup de temps et d'intérêt d'ailleurs et de passion euh, soient totalement inconnues et restent totalement inconnues, sinon des étudiants qui s'étaient inscrits au CTU de Reims. Donc, j'ai voulu que ces cours et leur contenu soient plus connus, estimant que cela valait la peine d'être transmis. Bon, ai-je raison ou ai-je tort? Ben, l'avenir le dira. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on puisse avoir accès à ces documents. Je vous remercie, Monsieur Daval, pour le temps que vous avez bien voulu me consacrer pour répondre à toutes ces questions. J'espère que nous aurons prochainement l'occasion de parler de votre livre sur Kierkegaard dans le cadre d'un autre entretien. En attendant, je souhaite à votre chaîne YouTube Homme Philo beaucoup de succès. Merci, Monsieur Daval. Merci Gilliane et merci pour la pertinence de vos questions.